Ce qui est sûr, justice sera rendue. Madame Jacqueline Chamois, qui est la maman de Michel Gbagbo, actuellement détenue par le régime de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Vont participer à cette conférence de presse M. Michel Gali, politologue et membre du comité pour la libération des prisonniers politiques de Côte d'Ivoire, M. Patrice Finel, qui est le responsable d'Afrique du Front de Gauche, Maître Abiba Touré, qui est l'avocate de Michel Gbagbo, et M. Denis Crien, qui est le patron des éditions L'Harmattan, qui nous accueille. Voilà, donc notre ami Michel va faire un petit propos introductif avant de passer la parole à Mme Chamois. D'accord, merci Alain Toussaint, merci à vous tous d'être venus. Nous devons remercier aussi Denis Crien, directeur des éditions L'Harmattan, et David Gakunzi, directeur à la Maison de l'Afrique, pour nous héberger. Alors, effectivement, nous avons fondé avec des universitaires, des gens des médias, tout simplement des citoyens français et ivoiriens, un comité pour la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, dont d'ailleurs on vous distribuera la liste actualisée un peu plus tard. Et nous avons décidé de commencer par le cas de Michel Gbagbo, qui a été arrêté par les forces spéciales françaises et les FRCI le 11 avril 2011 à la résidence présidentielle à Abidjan. Donc c'est un universitaire que je connais un peu, qui est professeur à l'université d'Abidjan, psychologue, et qui a été déporté dans un des nombreux goulags du Nord où il a été maltraité, à Bouna. Et puis, à la suite de mauvais traitements, de maladies, de piqûres par un scorpion, puisqu'il y a des conditions de vie très mauvaises, il est actuellement hospitalisé à la Pisane, une des cliniques d'Abidjan, sans pouvoir communiquer avec sa famille, ni avec ses avocats. Et il n'y a aucune inculpation, en tout cas sérieuse, contre lui. Donc, nous demandons bien évidemment sa libération immédiate et son rapatriement en France, puisqu'il est citoyen français, citoyen franco-ivoirien. Voilà, donc je ne veux pas m'attarder, je pense que vous attendez tous les déclarations de sa mère, Madame Jacqueline Chamois, et je passe la parole à mon voisin, Monsieur Finel, qui est responsable Afrique du Front de Gauche. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis Jean-Luc Mélenchon. Pendant la campagne présidentielle, a demandé la libération de Michel Gbagbo sur une radio un matin. Il y a un nouveau président de la République. Son slogan, c'était « Le changement, c'est maintenant ». Et bien voilà, on est en plein dedans. Donc d'autres parlementaires du Front de Gauche ont demandé, ont écrit à Laurent Fabius demandant cette libération. C'est un début ce serait un signe positif que le nouveau gouvernement français s'occupe de ses ressortissants, déjà, avant la suite que l'on attend tous, qui est un autre type de rapport et de relation entre la France et les différents pays africains, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Aujourd'hui, c'est une première mobilisation médiatique et la plus nombreuse possible pour demander la libération d'un citoyen français injustement emprisonné, sans raison sérieuse au-delà du nom qu'il porte. C'est donc je ne peux même pas dire un délit de faciès, c'est un délit de parenté et de patrimoine, de patrimonie, je vais y arriver. et donc ça ne peut évidemment pas durer. Voilà, je ne rajouterai rien d'autre puisque je suis là essentiellement pour apporter le soutien du Front de Gauche et de ses composantes à cette juste bataille. Juste avant de passer la parole à Mme Chamois, je voulais signaler qu'une sénatrice de Paris a adressé un courrier aux autorités françaises, notamment à M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de la sénatrice de Paris, Mme Nicole Borgo-Cohen-Seat, qui a donc adressé ce jour même
une lettre pour interpeller les autorités françaises sur la détention de ce ressortissant français en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est une initiative Sénatrice parmi d'autres. communiste, Voilà, sénatrice communiste, voilà. front de gauche, donc. Donc on peut également la remercier de joindre sa voix aux nombreuses voix qui demandent la libération de Michel Babou. Bien, Madame Chamois, l'heure est arrivée. Je voudrais déjà vous remercier d'être présent, parce que bon, c'est vrai qu'il s'est écoulé plus... Vous m'entendez suffisamment? Non. Oui, vous rapprochez le micro. Non, c'est le micro des journalistes, laissez. Non, allez-y. Non, c'est bon là? C'est bon, d'accord. Oui, oui. Il s'est écoulé plus d'une année, pendant laquelle nous espérions toujours que mon fils serait libéré. Et bon, maintenant, je crois qu'il faut frapper, il faut monter en puissance, parce que la situation ne peut pas perdurer. Alors, je vais vous présenter les démarches que j'ai entreprises auprès des autorités françaises, mais avec en coordination avec les avocats de mon fils. Mais je voudrais tout d'abord apporter des éléments de synthèse sur ce qu'il a vécu pendant toute cette période, c'est-à-dire depuis le 11 avril 2011, puisque au départ, on peut dire que c'était entre guillemets une prise de guerre, hein, puisque lorsque la résidence a été investie, tous ses occupants ont été pris et emmenés au Golf Hotel. Maintenant, je pense il y a une prolongation au-delà d'une année, ce qui fait que qui ne se justifie pas. Et c'est pourquoi je souhaite reprendre un peu les éléments de ce qu'il a vécu pendant cette période, afin d'interpeller tous ceux qui se mobilisent pour les droits de la personne humaine, pour les droits de l'homme. Parce que là, on est vraiment à ce niveau-là. Là, j'ai essayé de répertorier les principales atteintes aux droits de la personne qu'il a subies pendant toute cette période. Ça commence par les bombardements. C'est-à-dire que plusieurs jours durant, la résidence a été bombardée par l'armée française. Finalement, les pièces ont été enfumées, alors que tout le monde savait qu'il y avait des enfants dans cette résidence. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les enfants, donc avec eux-mêmes leurs propres enfants, donc les petits-enfants de Laurent Gbagbo, pensaient, vu la situation, il y avait des soldats partout, qu'ils seraient plus à l'abri dans la résidence que dans leur propre logement. Effectivement, ils ont pu descendre au sous-sol, donc ils ont été relativement protégés pendant un temps, jusqu'à ce que finalement il y avait un tunnel qu'on a fait exploser pour pouvoir pénétrer, et on a envoyé des sortes de fumigènes. Voilà. Donc tout ça avec des enfants, donc il y avait entre autres mon fils, son épouse et ses enfants qui avaient à l'époque 4 ans et demi et 7 ans et demi. Mais il y en avait d'autres. Il y avait y compris un bébé. Voilà, un tout petit bébé. Donc déjà ça commence comme ça, c'est-à-dire que bombarder une résidence alors qu'on sait qu'il y a des familles, ça pose déjà problème. Ensuite, lors de l'arrestation des occupants de la résidence, hommes et femmes, en fait, ont été brutalisés lorsqu'on les a fait sortir, ce qui était une violence gratuite, hein, puisque de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de se défendre. Et je vais vous lire quelques lignes donc, du témoignage que j'ai recueilli auprès de ma belle-fille, c'est-à-dire l'épouse de mon fils, Michel. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Lorsque les soldats sont entrés dans la résidence, ils nous ont demandé de sortir un par un en ayant les bras levés. En ma présence, l'un d'eux a braqué son arme sur la tempe de Michel. Laurent et Simone Gbagbo, ainsi que des ministres, sont arrivés et ont été brutalisés. Ensuite est arrivé notre tour. À la porte de la résidence, nous avons tous été brutalisés et dépouillés de nos affaires. Nos papiers ont été détruits. Cela en présence d'une colonne de chars militaires français positionnée à quelques mètres de la résidence.
j'avais perdu Michel de vue. On nous a fait monter dans des camions et conduits au Golf Hotel qui servait de quartier général à Alassane Ouattara. À la descente du camion, nous avons été de nouveau brutalisés. J'ai retrouvé mes enfants consignés dans une chambre. Je n'ai aperçu Michel que 2 jours après, couvert de pansements sur la tête, sur un œil et sur tout le dos. Je suis restée enfermée du lundi 11 au samedi 16 avril avec les enfants dans une petite chambre où nous étions 32 personnes, hommes, femmes et enfants. À notre sortie, nous avons été sélectionnés. Certains sont restés au Golf Hotel, dont Michel, ma belle-mère Simone et un certain nombre d'autres personnes. Depuis cette date, je n'ai plus revu Michel. Voilà comment donc s'est fait ce qu'ils appellent l'arrestation. Ensuite, notre point, c'est le pillage et les dégradations volontaires de la maison de mon fils. C'est-à-dire, dans le même temps, la maison a été vidée, considérablement abîmée, parce qu'ils n'arrivaient pas à pénétrer probablement, de même que le logement de nombreux autres détenus. C'est-à-dire, c'est pas un hasard, c'est pas des voleurs qui, pure coïncidence, seraient passés à ce moment-là. Puisque la plupart des maisons des détenus ont été pillées. Ensuite, le transfert et la détention à Bouna, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui s'est faite hors de tout cadre juridique. Je pense que là, vous allez en parler. Bon, je ne m'étends pas sur les questions juridiques qui ne sont pas du tout de mon domaine. Donc à Bouna, c'est une ville qui est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Le fait de filmer des actes d'humiliation envers les détenus montre une volonté délibérée de porter atteinte à la dignité des personnes. Parce que s'il y a de la violence, s'il y a des... pourquoi le filmer? Et tout le monde l'a vu sur Internet. Ensuite, les conditions de détention qui ont mis sa vie en danger. D'une part, ça nous le savons par un avocat qui a pu faire une visite. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une seule. Mais bon, le toit était incomplet, c'est-à-dire que de l'eau passe par le toit et donc inonde les matelas. Bon, ça c'est un premier point. Mais surtout, en janvier, mon fils a été victime d'une piqûre de scorpion. C'est un scorpion venimeux, donc c'est quelque chose qui est grave. Enfin, si je peux dire enfin, parce qu'on pourrait citer d'autres choses, mais j'ai voulu aller vraiment à l'essentiel, hein, aux principales atteintes aux droits de la personne. Il y a le maintien dans l'isolement, par l'interdiction de communiquer avec l'extérieur, ni de recevoir des visites de la famille, et en particulier les difficultés que rencontrent les avocats pour s'entretenir avec leurs clients. Tous ces faits sont vérifiables et ne peuvent donc pas être ignorés des autorités françaises. Alors venons-en aux démarches, puisque ma démarche, c'est, en tant que Française, en tant que mère d'un enfant qui a la double nationalité, française et ivoirienne, je m'adresse en fait au gouvernement français. C'est mon interlocuteur. Je pense que la responsabilité de la France est engagée du fait de son soutien militaire à la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara. Tout ce qui s'est passé, les bombardements, c'est bien effectivement l'armée française qui l'a fait. Donc elle est engagée par rapport à ça, elle est engagée aussi par rapport aux conséquences, étant donné que actuellement, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a une insécurité extrême qui touche les Ivoiriens, mais qui touche aussi les ressortissants français qui sont là-bas. J'ai adressé plusieurs courriers, j'en ai adressé un au président Nicolas Sarkozy, ce courrier-là est resté sans réponse. J'en ai adressé d'autres, à certaines personnalités que je ne vais pas citer ici, certaines ont répondu, d'autres non, mais l'essentiel de mon action a été orienté vers le ministère des Affaires étrangères, donc du précédent gouvernement bien sûr, qui était Alain Juppé, ce qui est concerné dans le cadre de sa mission de protection des ressortissants français. J'ai eu des réponses, mais ces réponses
ne prenaient pas vraiment la mesure de la situation. C'est-à-dire que jamais elles n'abordaient le côté injuste, au plan légal comme au plan moral, de cette détention, de cette arrestation et de cette détention, dans les conditions de violence que l'on sait. Mais d'autre part, elles n'envisageaient pas de solution pour essayer de sauver Michel de cette situation dramatique. En gros, le ministère m'a assuré que mon fils bénéficiait de la protection consulaire, qu'ils étaient attentifs, etc. Voilà, ça en restait là. Alors, il a reçu effectivement à 2 reprises, une fois à Bouna et la seconde fois à Abidjan, à la Pisane, c'est-à-dire l'hôpital où il est actuellement, la visite d'un agent du consulat de France. Aujourd'hui, j'espère avoir un peu plus d'écoute avec le nouveau gouvernement. Nous verrons. J'espère qu'ils y mettront la volonté nécessaire. J'ai adressé le 25 mai 2012 une lettre au ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, et le président de la République, M. François Hollande, en est également destinataire, ainsi que certaines autres personnes, le président du Sénat. Enfin bon, j'envoie toujours des copies à certaines personnalités, le Premier ministre, voilà. Et disons que les deux destinataires principaux, en l'occurrence, ce sont M. Fabius et M. Hollande. Dans ce courrier, je rappelle au ministre, donc je cite quelques extraits de ma lettre, qu'après avoir été détenu arbitrairement au Golf Hotel d'Abidjan, puis à la prison de Bouna au nord de la Côte d'Ivoire, mon fils a été transféré le 7 mars 2012 à Abidjan pour une hospitalisation à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, appelée PISAM, où il séjourne encore actuellement. Que, dans cet hôpital, mon fils est gardé par des hommes en armes qui lui interdisent tout contact avec ses avocats et sa famille, et ceci nonobstant l'autorisation de visite donnée par le juge d'instruction. Je rappelle aussi que du 11 avril 2011 jusqu'au mois d'août 2011, donc pendant 4 mois, mon fils a été détenu en dehors de tout cadre légal. Maître Abiba Touré reviendra sur cette question. Enfin, que du fait de la présence incontrôlée des divers groupes armés, l'insécurité va en s'aggravant en Côte d'Ivoire et constitue une menace pour mon fils, déjà fortement éprouvé par les conditions de son arrestation et de sa détention. C'est pourquoi je réitère le souhait de voir le gouvernement français œuvrer en vue d'obtenir pour lui un rapatriement sanitaire et humanitaire en France. Donc voilà les quelques éléments de la lettre. Actuellement, nous sommes dans l'impossibilité d'avoir des informations directes de la part de mon fils, ce qui laisse la place à toutes les rumeurs. Vous en avez peut-être vu sur Internet. Alors, parfois, les rumeurs sont fondées, parfois non. D'où l'intérêt d'une initiative telle que celle d'aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. S'il y a un prisonnier, on doit pouvoir entrer en contact avec lui dans certaines règles, mais on doit pouvoir ne serait-ce que savoir s'il est encore en vie. Je crois beaucoup à la complémentarité des démarches individuelles, comme judiciaires, et comme des actions visant à faire connaître le sort des détenus politiques ivoiriens, dont je suis solidaire. Donc je pense que je vais attendre d'avoir la réponse de M. Fabius. Si elle ne vient pas très rapidement, je vais de toute façon demander à être reçu par le président de la République, M. François Hollande. Très bien. Merci. Je veux juste oui, Michel. Pour expliciter un point qu'a évoqué Madame Chamois, il y a une vidéo sur Internet auquel vous pouvez avoir accès très facilement,
Michel Gbagbo vidéo ou Bouna, qui montre les mauvais traitements qu'il subit de la part du commandant FRCI qui contrôle cette prison, en même temps que l'ancien Premier ministre Rafin Guessa. Donc avec des insultes et des obligations d'activité humiliantes. Juste avant de donner la parole à Maître Abiba. Non, ben je veux simplement dire qu'on est heureux de vous accueillir. On est heureux aussi de travailler avec vous parce qu'il faut s'unir. Nous mettons, nous, beaucoup d'espoir dans le changement de politique en France et il faudra insister et le faire vite. Et en même temps, je peux dépasser un peu ce travail de cette conférence parce que je pense qu'il y a un travail de vérité à faire sur l'action qui a été faite par le gouvernement français et le président Sarkozy et l'armée française. J'encourage tous les gens, tous les journalistes qui ont des faits de pouvoir les noter, car même dans un contexte comme celui-là, où la France a toujours dépassé, outrepassé, anticipé sur les décisions internationales, les commandants militaires sont également responsables de ce qu'ils ont fait. Donc, les noms des régiments, les noms des patrouilles, les noms des tanks, tout doit être noté, ça servira toujours. Mais là, nous sommes pour Michel Gbagbo, et j'ai eu la chance de le rencontrer une fois aussi il y a assez longtemps, et je souhaite vraiment qu'on avance avec tous les autres prisonniers aussi. Et merci d'être là. Merci à Denis. Bien, Maître Abiba Touré, qui est l'avocate de Michel Gbagbo. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, en ce qui concerne les faits, la mère de Michel a très bien résumé les conditions dans lesquelles est intervenue, je ne dirais pas son arrestation, mais sa capture, tout simplement. Sa capture, pourquoi puisque concrètement, ça ne se situe dans aucun cadre légal. Il est parti s'abriter dans la résidence présidentielle, j'ai envie de dire, il est parti s'abriter auprès de son père. Il n'avait d'autre choix que d'aller s'abriter auprès de son père. Il faut se resituer dans le contexte. On est en mars-avril 2011. Les gens sont massacrés. Vous voyez les images, les vidéos, les photos, on les retrouve assez aisément. Il y avait des cadavres qui jonchaient les rues d'Abidjan. Les maisons étaient pillées. Tout pro-Gbagbo était systématiquement exécuté. Tout jeune avait été... Il y avait une présomption d'être pro-Gbagbo ou fasciste dès lors qu'on était jeune ou étudiant. Quel autre choix avait Michel, père de famille, que de se retrouver, ou en tout cas d'aller trouver refuge chez son père avec sa famille? C'est le minimum qu'il pouvait faire, au-delà même de sa personne, ne serait-ce que pour son épouse et pour ses enfants. Alors qu'est-ce qu'il a vécu et qu'est-ce que ses enfants ont vécu? Évidemment, elle le disait, pendant près de 10 jours, des bombardements intensifs. Des bombardements intensifs. Les seuls, je ne parle même pas des témoins, mais si vous avez l'occasion de discuter avec des personnes qui vivaient pas loin, qui résidaient pas loin de la résidence présidentielle, elles indiquaient que le sol en tremblait. Alors vous imaginez ce qu'il a pu vivre pendant des jours et des jours. Alors sa capture, comment elle s'est déroulée? Pour compléter ce qui a été dit, effectivement, on lui a demandé, on l'a reconnu, l'un des FRCI qui l'a vu, l'a reconnu, et il lui a demandé où était son père. Il a reçu des coups, et c'est parce qu'il a été braqué à la Kalachnikov, et on s'apprêtait à le tuer, que son père est sorti. On dit que cette violence est inutile. Tout le monde était là, c'était inutile, personne n'était armé. À partir de ce moment-là, la question qui s'était posée, c'était: était-il arrêté? Était-il juste détenu provisoirement eu égard à l'insécurité? Quel était son cadre légal? Les autorités ivoiriennes, j'ai envie de dire le régime Ouattara à ce moment-là, s'est abstenu pendant des jours d'une quelconque réponse. Silence radio. Face à une insistance, ils ont fini par dire: il est assigné à résidence. Voilà, il est assigné à résidence. Le président Ouattara, leur président Ouattara aurait pris un décret l'assignant lui, ainsi que tous les proches, c'est-à-dire le président, la première dame et également tout leur entourage seraient assignés à résidence.
alors d'accord, assigner à résidence. Mais l'assignation à résidence, qui d'ailleurs s'est faite en vertu d'une loi de l'époque du Fouet-de-Boigny, hein, mais une loi un peu... c'est-à-dire c'est juste quelqu'un qui portera atteinte à l'économie nationale, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Bon, bref, on a cherché ce loi, on a cherché le décret, et puis on a vu à la lecture du décret d'application qu'il fallait que ce décret devait être notifié, que la décision d'assignation à résidence devait être notifiée à la personne, ne serait-ce que pour voir les modalités que cette personne avait pour recevoir ses avocats ou de la famille, tout simplement, dans la mesure où elle n'est pas arrêtée. Alors on est parti se renseigner auprès du ministère de la Justice. Aucune trace de ce décret. On est parti au ministère de l'Intérieur. Aucune trace de ce décret. On a demandé à toutes les autorités possibles où était le décret assignant à résidence Michel. Nulle part. Finalement, avec des confrères, notamment Maître Guabéné, qui est à Abidjan, et Maître Dadjé, qui s'est retrouvé emprisonné par le régime Ouattara à son retour d'Abidjan, on a décidé quand même de dépêcher un huissier afin de constater au journal officiel, parce que dans un état de droit, les documents doivent faire l'objet de publication, si on trouvait trace de ce décret. Rien. Fort de cela, on ne peut plus écarter le fait que Michel, ainsi que tous ses proches, étaient détenus arbitrairement. Ils étaient juste séquestrés et qu'il n'y avait aucune justification légale à ce qui se passait. Les avocats, à supposer même qu'il était assigné à résidence, à supposer même qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit, ils auraient pu permettre, ne serait-ce qu'à un avocat ou un médecin, de le voir. Ça nous a été empêché. Je vous dirais même, mais ça c'est une petite parenthèse, lorsqu'il a fallu même aller voir son père, on a été braqués par les FRCI, qui étaient prêts à nous abattre si on s'approchait trop de la résidence présidentielle, à abattre des avocats. C'est vous dire le cadre dans lequel se situe toute cette affaire. Alors Michel, face à cette situation de non-droit, on a eu d'autres choix, par l'intermédiaire d'un confrère, Maître Ly, avocat au barreau de Dakar, de saisir la CEDEAO pour dénoncer la détention arbitraire de Michel. Après cette saisine, la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, a forcément notifié cela à l'État de Côte d'Ivoire pour dire en gros, qu'est-ce que vous répondez ? Voilà, qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, ils ont répondu comment? Ils ont répondu en l'inculpant, en août. En l'inculpant en août, mais quand même, il faut noter les chefs d'inculpation. C'est quand même fort. Atteinte à la défense nationale. Attentat contre l'autorité de l'État. Constitution et participation à une bande armée. Participation à un mouvement insurrectionnel. Atteinte à l'ordre public. Coalition de fonctionnaires. Rébellion. Usurpation de fonctions. Laquelle? Tribalisme. Xénophobie. Complicité pour toutes ces infractions. Voilà de quoi, et voilà ce qui est concrètement reproché à Michel Gbagbo, qui au demeurant n'est pas un cadre politique, n'est pas un cadre politique. Tout ce qu'il est concrètement, tout ce qu'il a eu le malheur d'être, c'est d'être le fils du président Laurent Gbagbo. Voilà son crime, parce que concrètement c'est aberrant. C'est aberrant. Et ce que je vous lis là, c'est les mêmes chefs d'inculpation qu'il y a pour Simone Gbagbo, c'était les mêmes chefs d'inculpation qu'il y avait pour Laurent Gbagbo, c'est les mêmes chefs d'inculpation qu'il y avait pour Afin Guessant, et pour tous les autres. Ce sont les mêmes chefs d'inculpation, ils ne se sont même pas pris la tête de faire un minimum de travail juridique. Donc voilà aussi dans quel cadre politique est cette affaire. Donc face à tout cela, évidemment, on a déposé des demandes de mise en liberté après l'inculpation. On dit enfin un cadre légal, bon, au moins on dépose des demandes de mise en liberté. Aucune réponse. Des confrères saisissent la chambre d'accusation, font appel quand même, puisque le silence vaut refus. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont pour les mêmes personnes, c'est la même motivation donc, qui a été faite par l'équipe d'avocats concernant toutes les personnes détenues. La même motivation pour Michel comme pour tous les autres. Pour certaines personnes, on libère, pour d'autres, non, dont Michel. Et quand on demande pourquoi, il n'y a pas de réponse. Mais plus grave, c'est qu'après que ces libérations interviennent, donc c'est terminé, on essaie de voir comment légalement on pourrait trouver un autre moyen, dans la nuit, on libère d'autres détenus, en dehors de tout cadre légal. Puisqu'on ne va pas nous faire croire que le juge d'instruction, dans sa nuit, s'est réveillé en se disant, ou la chambre d'accusation s'est réveillée dans la nuit en se disant « Oh bah finalement, ils ont raison, je vais en libérer encore davantage. » Non.
Tout cela répond à des données politiques, vu que concrètement, il constitue, ce qu'il faut bien comprendre, une monnaie d'échange. Si le parti du président Laurent Gbagbo, le FPI ou tous les proches collaborent ou font un geste, eh bien on libère. Mais, et c'est ça qu'on appelle la justice, c'est ça qu'on appelle un état de droit, c'est pour ça qu'on a bombardé, concrètement. C'est complètement irréaliste ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais on n'en a pas fini. Effectivement, à vous expliquer, Michel a eu de graves problèmes de santé. Il a perdu des dents. Il a eu des problèmes gastriques. Il a été piqué par des scorpions. Face à son état de santé, qui a dû s'aggraver à Bouna, ils l'ont transféré à la Pisam. Mais personne n'était au courant, même pas le juge d'instruction. Donc qu'est-ce qu'on fait forcément? On demande au juge d'instruction où est notre client, vu qu'a priori il ne serait plus à Bouna. Le juge d'instruction, ah bon? Bah attendez, je téléphone quand même à Bouna. Et puis à Bouna, on lui dit, oui, effectivement, il n'est plus là, on l'a transféré à la MACA. Alors on téléphone à la MACA. Et à la MACA, on dit non, il n'y a pas de prisonnier, il n'y a pas de détenu au nom de Michel Gbagbo. Alors, le juge d'instruction est bien embêté. Il a perdu un détenu. Que faire? Alors il se démène, et nous on est là, on essaie de voir ce qu'on peut faire, on ne comprend pas, on se dit quand même, c'est quand même aberrant cette situation. Et puis finalement, il dit oui, finalement il apprend que, bon, oui, il est à la Pisam. Il a été transféré à la MACA, mais on le soignera à la Pisam. Très bien. Est-ce qu'on peut voir notre client? Donc on refait des demandes en ce sens. Le juge d'instruction, qui n'y voit aucune objection, il fait droit, nous sommes quand même des auxiliaires de justice. Et là on se retrouve face à des corps habillés qui refusent et qui nous disent on n'a aucun ordre à recevoir du juge d'instruction. Il nous faut une autorisation du ministre de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur dit non, eh bien vous ne le voyez pas. Pourquoi? Après, je veux bien croire quand M. Ouattara nous explique qu'il y a une séparation des pouvoirs, mais concrètement sur le terrain, on constate juste qu'il y a des FRCI dans un hôpital qui empêchent des avocats et qui sont prêts à en venir aux mains si les avocats forcent le passage pour voir leurs clients, en dehors de tout cadre légal. En gros, ils en ont cure des décisions, des autorisations données par le juge d'instruction. Voilà dans quel cadre on se situe. Alors, je ne reviens pas évidemment sur tous les traitements, ce qui a pu être filmé. Encore une fois, on nous explique que c'est un état de droit, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même les propos qui ont été tenus, et effectivement, les vidéos se retrouvent, par ces hommes qui l'ont détenu à Bouna. Je vais vous lire, vous allez pouvoir le retrouver, le vérifier sur Internet, mais voilà ce que l'un d'eux lui dit. Parce que moi, là, si je veux, je viens à 2 h du matin et je vous arrose. En d'autres termes, je vous mitraille. Et puis ça ne va rien aboutir. Ou bien, mais j'ai le souhait de protéger le souhait de solidarité et tout. Le fils de Gbagbo vient ici, il l'appelle. Abaisse-toi quand tu me parles. Ta maman, elle est française? Bon, ça fait pitié. Toi, t'as fait quelque chose? Dis-moi, t'es innocent, non? T'es innocent, c'est à cause de ton père. C'est à cause du comportement de ton père. Voilà ce qu'on lui répète. Michel Gbagbo n'est détenu et séquestré du seul fait d'être le fils de son père. C'est ce qui nous a amenés à déposer plainte. En dehors de toutes les démarches effectuées en collaboration avec Madame Chamois, nous avons quand même déposé plainte en France. Puisque quand même, dans un état de droit, lorsqu'on détient quelqu'un en dehors de tout cadre légal, ça s'appelle juste de la séquestration. Donc on dépose, on a déposé plainte et on a attendu de voir la réaction du procureur. Dans un premier temps, on nous a demandé les justificatifs quant à sa nationalité. Est-il vraiment français? Très bien. On fournit tout cela pour démontrer qu'effectivement il est français et qu'il s'était manifesté d'ailleurs auprès de l'ambassade de France, donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Puis on insiste auprès du procureur. Et puis le procureur va finir par nous répondre. En laissant des mois s'écouler. Le procureur de la Cour d'appel de Paris, près du tribunal de grande instance de Paris. Il va nous répondre quoi? Il va nous répondre, oui, mais ce sont quand même des agents d'un État étranger. Et comme ce sont des agents d'un État étranger, la coutume internationale,
proscrit toute action à l'encontre d'un agent d'un État étranger. Donc concrètement, moi, tout ce que je peux faire, c'est la classer sans suite. Ponce Pilate, comme dirait l'autre. Voilà. Mais on lui avait fourni, et c'est là où on voit qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés, c'est que même parmi les échanges que j'ai pu avoir téléphoniques, c'est que concrètement, ils sont bien conscients de l'illégalité, de l'aberration de la situation. Et puis quand vous voyez les photos, lorsque vous voyez les vidéos, c'est choquant. C'est choquant. Mais voilà, la situation politique était telle qu'il ne fallait pas aller trop loin. Alors bien évidemment, nous allons porter plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, afin qu'un juge d'instruction soit désigné dans cette affaire. Mais c'est pour vous expliquer quand même le climat, l'ambiance dans laquelle est intervenu tout cela. Bon, dans un des courriers, Madame Chamois n'a pas relevé, mais on nous évoquera même des conditions de détention conformes aux normes locales. Est-ce conforme de battre quelqu'un? Est-ce conforme de filmer quelqu'un? Est-ce conforme de le détenir en dehors de tout cadre légal? Est-ce conforme de le dévêtir? Quand même. Mais voilà la réponse qui nous a été donnée par les autorités françaises sur le cas d'un citoyen, d'un ressortissant français. Je peux vous lire le paragraphe. Une visite consulaire lui a été rendue le 19 septembre dernier par un agent du consulat. Bon, ça c'est la première visite. Un agent du consulat général de France afin de s'assurer de ses conditions de détention. Elles sont apparues conformes aux normes locales et son état de santé est satisfaisant. Et nous citons le ministère des Affaires étrangères, bien évidemment. De l'époque, bien évidemment. Donc, S'il vous plaît, s'il vous plaît. donc, nous ne pouvons que soutenir, en tout cas, avons effectivement besoin d'un soutien massif. Nous avons besoin d'un soutien massif, pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, les autorités judiciaires ivoiriennes ne sont pas indépendantes. Je ne connais pas un seul juriste digne de ce nom qui pourrait nous dire que ce que vit Michel à l'heure actuelle est normal. Pas un seul. Ils le savent. Mais à l'heure actuelle, le judiciaire est soumis aux politiques. Et Michel Gbagbo constitue, comme bien d'autres, une monnaie d'échange. Ce n'est qu'un otage aux yeux du régime de Ouattara. Et en tant qu'homme de droit, en tant que juste personne poursuivant un idéal de liberté, on ne peut pas accepter cela. Et la France, qui dit être intervenue en Côte d'Ivoire au nom de cette démocratie, au nom de la liberté, pour protéger les peuples. Mais quel peuple, à l'heure actuelle, vu que des citoyens sont détenus illégalement sans que rien ne se fasse réellement et, aussi au vu de tout le monde, j'ai envie de dire, mais on ferme les yeux. On ferme les yeux tout bonnement. Les organisations internationales, parce que la situation de Michel aussi a été dénoncée par les organisations, par un certain nombre d'organisations du type FIDH, qui ont dit non mais attendez, d'accord, que la situation a été chaotique pendant une semaine, 2 mois, ou 1 mois ayant suivi le 11 avril, mais après, en mai, vous n'avez pas pu l'inculper, en juin, vous n'avez pas pu l'inculper, en juillet non plus, vous attendez août, quand même. Quand même. C'est face à une pression de la communauté internationale que finalement, M. Ouattara, parce que concrètement, c'est lui qui décide, on le voit bien dans la pratique, a dit, bon, bah, finalement, il faudrait qu'on procède à son inculpation. Donc on a vraiment besoin de mobiliser tout le monde et que les gens comprennent que ce qui est fait à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire est en dehors de tout ce qu'on pourrait trouver dans un état de droit, en dehors de tout cadre légal. C'est du monnayage, c'est je décide, bon, c'est de l'arbitraire, c'est on décide pour tel et puis pas pour tel, on ne sait pas pourquoi. Les juges d'instruction n'ont pas véritablement de fonction. Je tiens à préciser quand même que ça fait 1 an qu'il est détenu, il n'y a eu aucun autre acte d'instruction. Rien, le dossier est vide, il n'y a rien. Donc, sa détention ne se justifiait pas. Je ne compte même pas les demandes de mise en liberté. On a dû faire une bonne dizaine, en vain. Donc la situation est vraiment grave et il revient à nous tous de nous mobiliser dans cette affaire. Merci beaucoup. Maître, il faut peut-être préciser juste un moment que la CEDEAO a demandé, la Cour de justice de la CEDEAO a demandé le rapatriement sanitaire. Alors en ce qui concerne la Cour de justice de la CEDEAO, elle a été effectivement alertée de la situation et a demandé à ce que l'État ivoirien mette tout en œuvre pour garantir la santé de Michel et garantir ses droits. Voilà ce que lui a dit la Cour de justice de la CEDEAO et voilà ce qui lui a été, ce qui a été notifié à l'État ivoirien. Sauf que l'État ivoirien, comme à son habitude, silence radio, ne réagit pas.
Voilà. Oui, Juste avant la question des journalistes. oui, juste un petit les point. progrès des moyens de communication modernes m'ont permis d'avoir un échange en direct en SMS avec Jean-Luc Mélenchon, qui vous prie de bien vouloir l'excuser, parce que comme vous le savez, il est en campagne électorale à Hénin-Beaumont, front contre front, je n'en dis pas plus, et qui me confirme son accord pour signer tout appel, toute déclaration demandant la libération immédiate de Michel Gbagbo. Merci beaucoup. Très bien. Bien. Mes chers amis, nous sommes à mi-chemin de notre rendez-vous. Maintenant, nous passons aux questions des médias, aux questions des journalistes. Questions exclusivement des médias et des journalistes, s'il vous plaît. Ok. Notre ami de Ivoire Business. Allez. Bonjour, Christian Labé, directeur d'Ivoire Business. Alors, Madame de Chamois, pourquoi depuis l'arrestation de Michel Gbagbo, vous n'avez pas beaucoup attendu sur le front, vous n'avez pas beaucoup fait des démarches pour exiger sa libération? Est-ce que c'est parce qu'on vous a intimidé? Est-ce que c'est parce que vous aviez eu peur? Est-ce que c'est parce que la situation était vraiment très chaotique? Pourquoi c'est maintenant que... Je crois que j'ai un peu expliqué au début, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux étapes. Au début, Michel était une prise de guerre, dans une situation chaotique. Et jamais on n'aurait pensé qu'on allait le garder comme ça pendant des mois et des mois, puisqu'on en est maintenant à presque 14 mois. Voilà. Donc, ceci dit, j'ai entrepris des démarches dès les bombardements. C'est-à-dire que pendant les bombardements, j'ai téléphoné à plusieurs reprises au ministère des Affaires étrangères, à l'ambassade de France, etc. Et chaque fois, on m'a dit « Oh, mais de toute façon, vous inquiétez pas, mais la France n'est pas impliquée là-dedans, mais s'il y a un problème, on s'occupera de votre fils. » Voilà. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà ce qu'on m'a répondu. Donc ensuite, j'ai fait un certain nombre de courriers, mais je préférais agir de cette façon-là dans un premier temps. J'avais vraiment l'espoir que les choses allaient se régler plus rapidement. Une autre question? Les journalistes. Jean-Paul Moreau. Jean-Paul Moreau, l'intelligence d'Abidjan. Madame Jacqueline Chamois, vous nous avez fait part de vos courriers aux anciennes autorités françaises, en l'occurrence Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Il faudra noter aussi que votre fils Michel Gbagbo est aussi ivoirien. Est-ce que vous avez fait des démarches à l'endroit des nouvelles autorités ivoiriennes, c'est-à-dire Alassane Ouattara? Je n'ai pas fait de démarche dans ce sens-là, parce que mon fils étant français, j'ai pensé que je devais me battre sur ce terrain-là. Puisqu'il est vrai qu'il y a une mobilisation très forte des Ivoiriens pour la libération de tous les prisonniers politiques qui sont actuellement détenus en Côte d'Ivoire. Voilà, et qui inclut mon fils, qui en inclut d'autres. Donc, moi, j'ai préféré agir. Mon interlocuteur, c'est le gouvernement français. Mais tout en sachant que Michel Gbagbo est détenu en dehors de tout cadre légal, qui, comme vous l'avez vous-même dit, c'est une prise de guerre, et comme Maître Abiba Touré vient de le signifier, c'est un otage. Est-ce qu'il faut pas, vous n'avez pas imaginé penser une autre formule, c'est-à-dire user de la voie politique à côté de la voie juridique ou judiciaire qu'utilisent les avocats de Michel Gbagbo pour pouvoir obtenir la libération de votre fils? Oui, si vous voulez. Alors, mais en gros, vous êtes en train de demander à la maman de prendre attache, finalement, avec son geôlier. Je grossis la chose, mais c'est en gros ce que vous lui demandez. Monsieur Ouattara a dit, et il ne cesse de répéter, en Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Et quand on lui pose des questions gênantes sur le système légal, il les évite en disant, il y a une séparation des pouvoirs, donc je ne me mêle pas de tout ce qui relève de la justice. Pourquoi voulez-vous que Madame Chamois prenne attache avec lui, vu que c'est ce qu'il ne cesse de répondre? Concrètement, c'est à nous, avocats, de prendre attache avec les autorités judiciaires ivoiriennes et de leur demander de faire leur travail. Mais quand on est confronté à des autorités ivoiriennes, judiciaires, complètement... Mais j'ai envie de vous dire, elles n'ont pas de pouvoir, ce ne sont plus des autorités, elles n'ont d'autorité que le nom. Elles n'ont plus aucun pouvoir, elles sont complètement soumises aux politiques. Vous croyez sérieusement que
elles peuvent faire quelque chose. Vous croyez sincèrement que le juge d'instruction va prendre la responsabilité à l'heure actuelle de prononcer la mise en liberté de Michel Gbagbo sans risquer de perdre son travail? Vous le pensez? Regardez le cas de Maître Rodrigue Dadji. Le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté, le parquet n'a pas hésité à faire appel. Et on sait très bien que c'est une démarche politique, parce qu'ils veulent absolument garder toute personne qu'ils estiment gênante. Donc, Madame Chamois, française, c'est tout logiquement qu'elle se tourne auprès des autorités françaises en disant, en les prenant à témoin, elles sont intervenues. C'est logique qu'elles les prennent à témoin en leur disant, mais intervenez. Mon fils a été détenu pendant des mois en dehors de tout cadre légal, intervenez. Mon fils est souffrant, intervenez. Mais qu'est-ce qu'on nous oppose? Le silence ou la non-ingérence. Attendez, la non-ingérence, lorsque un an plus tôt on est venu bombarder, ça prête à sourire. Donc si je comprends bien, Maître Abiba et Mme Jacqueline Chamois, excusez-moi, c'est pas une interview, vous accusez la France d'assistant non-assistant de citoyens en danger. Alors moi je vais vous dire clairement, je n'accuse la France de rien, je mets la France face à ses responsabilités. D'accord? Je mets la France face à ses responsabilités dans cette affaire. Elle est intervenue, elle doit assumer. On ne peut pas intervenir et s'arrêter à mi-chemin en disant bon bah finalement débrouillez-vous avec les autorités ivoiriennes. Ils ont décidé d'intervenir au nom de principes démocratiques, sous l'égide des Nations Unies si vous voulez. Mais j'ai envie de vous dire, attendez, mais on parle bien de la même chose, mais la détention arbitraire, c'est un crime de guerre. Le pillage, c'est un crime de guerre. Ce sont des crimes de guerre. Sa maison a été pillée, il a été détenu arbitrairement et il a été transféré. Je vous renvoie au statut de Rome, tout ça constitue des crimes de guerre. Donc on attend que les autorités françaises prennent leurs responsabilités. Mais pas qu'elles d'ailleurs, on attend d'ailleurs, comme apparemment les Nations Unies, enfin en tout cas la CPI mène selon elle une certaine enquête, je m'amuse, qu'elle n'ait pas jugé utile de poursuivre, en tout cas de mener enquête sur ces crimes de guerre, ces détentions arbitraires, ces transferts illégaux de toutes ces personnes, en dehors de tout cadre légal. Où vous avez entendu des personnes entendues dans cette affaire? Je reviens sur le fait que ça relève en principe du champ déterminé par la CPI pour au complot. Vous avez entendu qu'on a entendu un des dignitaires du régime s'expliquer pour ces détentions arbitraires? Vous avez entendu qu'on a entendu une seule de ces personnes pour ces transferts? Ce sont des crimes de guerre, ces pillages. Vous les avez entendus? Rien, niet. Quand même. À un moment donné, et c'est aberrant. Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Vous voulez intervenir, vous avez voulu jouer à ce jeu-là, il faut en assumer toutes les conséquences. Bien. Philippe, juste une minute. Mireille, et puis ensuite... Oui, Mireille Saki, présidente du collectif des Français d'origine ivoirienne et les Amis de la Côte d'Ivoire. C'est pas une journaliste. Bon, nous avons... Oui, je fais partie de l'UGIF. Philippe, merci. Et j'interviens en même temps en tant qu'ambassadrice de paix. Et je considère que d'abord, je loue votre courage, Madame Chamois, parce que longtemps, on avait voulu vous voir physiquement. D'accord. Voilà, et toute la communauté africaine et ivoirienne, on est content aujourd'hui de vous voir et on est content aujourd'hui de savoir qu'on partage la même douleur que vous. Merci. Bon, je viens sur les objectifs du collectif des Français d'origine ivoirienne, qui est, à mon sens, l'association appropriée, l'une des associations appropriées pour continuer pour la défense des prisonniers de Côte d'Ivoire et aussi pour savoir où est physiquement Michel Gbagbo. Parce qu'on nous montre au jour d'aujourd'hui des vidéos de certains qui sont retenus par les FARC et ainsi de suite, mais on n'a aucune image de Michel, qui est français d'origine ivoirienne, tout comme nous. Donc le CFIC a été créé depuis le 10 décembre 2010. Et on avait déjà dénoncé la crise post-électorale avant même qu'elle ne commence. J'avais envoyé des courriers au Quai d'Orsay à tous les décideurs français. On n'a pas été entendu. J'avais même informé aussi Alain Toussaint par rapport à certaines démarches que je faisais. Et là, actuellement, comme le gouvernement a changé, parce qu'on a fait la campagne pour qu'on puisse... on nous a parlé du changement, c'est maintenant. Donc moi, j'ai écrit à M. Hollande pour dire nos prisonniers, c'est maintenant. Donc je lui envoie des lettres recommandées avec accusés de réception. J'ai écrit au président du Sénat aussi. Le collectif des Français a écrit au président du Sénat. Nous avons écrit aux différents députés, à M. Hollande aussi. Et on aimerait se joindre à vous, avec l'association, pour qu'ensemble on puisse faire une démarche commune
ensemble avec vous pour pas que vous vous sentiez seul, pour pas que nous aussi en retour on se sente seul dans cette démarche qui est une démarche citoyenne, afin qu'en plus, ensemble, libérer les prisonniers qui sont détenus injustement, parce qu'on souhaiterait que vous soyez aussi l'une de nos porte-paroles, comme nous aussi nous sommes les porte-paroles de la situation dont vivent actuellement les Ivoiriens. Merci. Merci Mireille. C'était une contribution donc. Philippe Kouan. Philippe Kouan, IVNews TV et Soir Info d'Abidjan. Ma question, elle est très simple. Moi, je compatis, en tout cas, la douleur d'une mère qui voit son fils être privé de liberté. La question du journaliste. D'accord. Et je veux aussi faire remarquer que beaucoup de nationaux, en tout cas, ont aussi perdu la vie en Côte d'Ivoire. Et s'ils ne sont pas aussi détenus comme Michel Gbagbo, mais il voulait aussi savoir depuis quand Madame Chamois a vu pour la dernière fois son fils. De 1, de 2, nous sommes à quelques jours du procès de son père, Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez que cette sortie médiatique d'aujourd'hui peut avoir une conséquence sur le procès? Vous voulez dire depuis quand on a des nouvelles? Non, depuis quand vous l'avez vu physiquement? Ah. Là, oui, ça n'a rien à voir avec la question, hein, mais bon, puisque de toute façon, ça fait au moins 14 mois que je ne l'ai pas vu, hein, puisque moi, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas la date exacte, mais je pense qu'on a dû se voir, oui, enfin, il y a peut-être 2 ans ou 2 ans et demi, puisque bon, si on enlève les 14 mois, mais bon, c'est... C'était juste avant les élections. Avant les élections. Quel est le but de la question? Je vois pas... Non, en fait, je veux savoir, vous êtes quand même la mère de Michel, là. Est-ce que vous allez souvent à Abidjan le voir? Est-ce que lui vient souvent en France, vous voir aussi? Lui, il vient plus souvent en France que moi je ne vais à Abidjan, c'est vrai. Mais bon, j'y vais malgré tout régulièrement. Okay. La deuxième question, c'est par rapport à l'enjeu de votre intervention aujourd'hui, du fait que vous soyez devant la presse à peine 2 semaines de l'audience de confirmation. Est-ce que cela peut avoir une conséquence? Est-ce que vous n'espérez pas que ça aura un impact particulier sur le procès du président Laurent Gbagbo? Moi, je ne lis pas les choses. Je ne lis pas les choses parce qu'actuellement, personne n'est capable de dire ce qui va se passer le 18 juin. Donc, on ne peut pas faire des plans sur la comète. Pour moi, les cas sont tout à fait distincts. Et je voulais également dire que nous avons choisi ce jour-ci pour faire la conférence, non pas en raison de l'anniversaire du président Gbagbo, qui est le 31 mai, mais juste pour des raisons de calendrier. Donc là aussi, vous voyez aucun signe particulier ou aucune manifestation, quoi que ce soit. Monsieur Oula. Oui, Tigane Oula, IVNews TV. Juste pour savoir si la situation de PRD, est-ce que vous pouvez parler en Côte d'Ivoire pour voir votre fils? Alors, de toute façon, effectivement, c'est quelque chose que je pourrais faire, et j'espère qu'elle ne perdurera pas. C'est vrai que je garde toujours beaucoup d'espoir. Okay. Une question du journaliste. Bon, l'avant-dernière question, avant de conclure. Alors, une autre question. Christian Mabé, Ivoire Business. Est-ce que vous êtes allé voir le président Laurent Gbagbo à la CPI à La Haye depuis qu'il a été transféré dans les conditions que l'on sait? Non, je ne suis pas allée le voir, mais bon, de toute façon, effectivement, je sépare vraiment les deux questions. Non, mais il faut bien comprendre que cette conférence de presse, ce n'est pas la conférence de presse pour le président Laurent Gbagbo, hein, c'est par rapport à Michel Gbagbo, qui n'était pas le président de la République de Côte d'Ivoire, qui n'était pas Premier ministre, qui n'était pas député, qui était juste un simple professeur et qui est également le fils du président Laurent Gbagbo. Voilà, le fait qu'il soit le fils du président Laurent Gbagbo est secondaire, j'ai envie de vous dire. C'est un citoyen français ou franco-ivoirien qui a été arbitrairement détenu pendant des mois, et c'est sur quoi on insiste, et c'est ce qu'on dénonce, et c'est ce qui amène Madame Chamois également à demander son rapatriement humanitaire, eu égard à son état de santé. Voilà. Bien, une dernière question pour conclure. Monsieur Oro. Tout simplement demander, parce que je n'arrive pas à comprendre la position du Conseil des défenses de Michel Gbagbo. Comme elle dit elle-même, Maître Abiy, vous le dites, Michel Gbagbo est détenu dans un cadre qui est hors du droit, arbitrairement. Il a été arrêté arbitrairement, il est une prise d'otage, il est une prise de guerre, et tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous espérez, par rapport à une conférence de presse, quel élément, qu'est-ce que vous avez, vous, pour peser dans la balance? Parce que si on pose la question aujourd'hui, tel que vous l'avez présenté aux journalistes et à ceux qui sont devant vous,
la question ne se résoudra pas de façon juridique, puisque ce n'est même pas dans le cadre juridique que ça peut se résoudre. Voilà pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que vous n'usez pas, vous ne pensez pas qu'il y a la possibilité d'aller voir, d'utiliser un autre chemin pour espérer la libération de Michel Babou? Alors, je vais vous on peut espérer une loi, certainement. Oui, on peut espérer une loi, pourquoi pas utiliser je vais vous loi? répondre sincèrement, honnêtement et franchement. Je suis avocate, je ne suis pas négociatrice. D'accord? Mon boulot, mon travail, c'est de faire du droit. D'accord? Et de pointer du doigt là où ça fait mal, quand juridiquement rien ne tient. Ça, c'est mon travail. D'accord? Ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est qu'on occulte, on essaie de cacher. On crée une situation extrêmement opaque, on ne veut que personne n'en parle. Ce qui est gênant pour eux, c'est qu'on vient de vous parler et qu'on vous dénonce cette situation complètement illégale. C'est ça mon travail. Donc moi, je viens dénoncer une situation illégale à laquelle mon client a été victime, d'accord, de manière à ce que tout le monde, personne ne puisse dire « nous n'étions pas au courant ». Vous étiez tous au courant, vous saviez tous. Il est détenu, il a été détenu illégalement, il est malade, sa détention ne se justifie aucunement et on le maintient dans ces conditions-là. Vous le savez maintenant. Oui, non, sur ce sujet, personne n'est naïf. Il s'agit de créer un rapport de force favorable. Dans le rapport de force favorable, le fait que la situation juridique soit intenable et bancale est un des éléments importants. L'autre élément important, c'est la mobilisation de tous ceux qui sont pour la libération, en lien avec le fait que ça n'a échappé à personne, puisque un grand nombre de gens ici y ont contribué modestement, les autorités françaises ont changé. Et donc là, c'est le moment d'appuyer, je dirais, non pas sur ce qui fait mal, parce que c'est pas ça le sujet, mais d'appuyer sur une situation particulièrement injuste, illégale, et scandaleuse du point de vue de la défense des citoyens français, parce que pourquoi on s'appuie sur le fait qu'il est français? Parce que le rapport de force aujourd'hui, on le crée par rapport au gouvernement, au nouveau gouvernement français, et comme vous le savez, et nous on le regrette de façon générale, comme vous le savez, les rapports entre le gouvernement français et un certain nombre d'États africains ne sont pas franchement égalitaires. Et le fait que l'armée française, ça a été dit tout à l'heure par Denis, est allée chercher le président Gbagbo dans son palais, et est intervenu et est contribué à la situation désastreuse d'aujourd'hui, fait que les nouvelles autorités, au moins, il faut qu'ils commencent à réparer. Et le premier petit acte, ce serait au moins de faire libérer un citoyen français. Voilà, je crois que c'était le cadre général, et c'est pour ça que ça se passe à ce moment-là, quoi. Juste avant le dernier mot, la conclusion de l'amendement. Oui, je pense que dans ce dossier, comme dans tous les dossiers par rapport à la Côte d'Ivoire, je souhaite, c'est qu'on ne parle pas de responsabilité de la France. Sarkozy, c'est un nom, c'est quelqu'un qui a pris des décisions. Son entourage, ce sont des gens. Ouattara, c'est quelqu'un qui, pendant des années, a promu, a poussé la rébellion, a armé, a payé. J'allais dire qu'il faut qu'on fasse un travail très pointu. Parce que l'ensemble des Français n'étaient pas d'accord pour la Libye, n'étaient pas d'accord nécessairement pour la Côte d'Ivoire. Derrière, il y a des manipulations très fortes, y compris bien sûr pour les chers confrères de la presse, avec la responsabilité forte de la presse qui a emboîté le pas et qui actuellement emboîte également le pas, même pour la Syrie. Donc, devant ces faits-là, ça suppose que nous, que tous citoyens, nous fassions un travail qui soit un travail très pointu, c'est-à-dire quels sont les financements, quelle est la circulation des armes, qui a tiré, parce que c'est vrai que ce n'est pas les Ivoiriens qui ont solutionné le problème, c'est la France, et quand je dis la France, c'est un gouvernement d'une époque avec des décisions d'une époque. Donc ce sera un travail long à faire, mais je suis aussi d'accord pour dire, nous espérons beaucoup du changement pour qu'il y ait au moins un éclairage qui puisse se faire un peu mieux pour toutes les relations avec l'Afrique, et notamment pour avancer par rapport à Michel. Ok. Rapidement, Michel Gali, avant la conclusion de Mme Chamon. Oui, je voudrais repartir de ce qu'a dit Patrice Finel du Front de Gauche. C'est vrai que s'il n'y a pas de solution juridique, il faut qu'il y ait un rapport de force politique et médiatique. C'est pourquoi nous avons fondé ce comité en regrettant, avec quelques amis, de ne pas l'avoir fondé le 12 avril 2011. Parce que peut-être on aurait pu le faire plus tôt. Mais effectivement, il y a des choses ou des actions qui sont audibles,
qui sont possibles à un moment donné. Et c'est ce que vient de dire Denis Prien. Il y a une nouvelle ambiance, y compris dans les médias et dans la presse, qui fait que nous devenons audibles. François Hollande et Alassane Ouattara avaient eu un contact par téléphone, donc on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Il y a évidemment d'autres questions qui sont en jeu, mais on peut espérer qu'ils ont parlé de la situation des détenus ivoiriens et peut-être de Michel, puisqu'il est français. Moi, de mon côté, comme je disais, je vais faire cette demande, donc une demande d'audience auprès du président de la République, et en particulier, je vais demander de façon, disons, assez forte, à avoir un signe de vie dans la phase actuelle, parce que bon, c'est vrai que les dernières nouvelles que j'ai eues, bon, c'est la lettre et la réponse du ministère des Affaires étrangères, donc de la visite qui avait eu lieu le 14 mars à l'hôpital. Mais depuis, donc on peut supposer que le 14 mars, Michel était en vie. Bon. Mais depuis, étant donné qu'il n'y a pas moyen de le rencontrer, que les avocats n'ont pas accès, je pense qu'il faut que instamment je demande ce signe de vie. Parce qu'après tout, il est dans un hôpital, ça doit quand même interpeller. Bien. Merci beaucoup. Les journalistes qui veulent interroger Mme Chamois viennent ici quelques minutes. Voilà, merci d'être venu. À bientôt. Sans état d'âme, des innocents tués, massacrés, on s'accapare de bien, d'autres ça c'est pas bien. Un jour ou l'autre, ce qui est sûr, justice sera rendue.